Bonjour à tous et merci d'être présents à cette heure si matinale pour un live un peu particulier. Alors je vais vous raconter en deux mots comment ça s'est monté, cette manip assez étrange. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de Bruno Lopez, qui est astrophysicien à Nice et qui est responsable d'un instrument sur le VLTI, responsable scientifique, et il me dit, écoute, dans demain, on fait une observation assez exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on va... Ah, j'ai un retour micro, pardon. Ah oui, je pense que ça vient. On va observer avec Mathis, qui est un instrument du VLT, donc qui a été conçu à Nice, on en parlera un peu plus tard. Ça fait des mois qu'il n'a pas pu fonctionner à cause de la pandémie, et en plus, on va faire cette observation pour les 100 ans de la première observation en interférométrie par Michelson. Alors, on en parlera peut-être aussi un peu. C'était aux États-Unis, donc il y a exactement un siècle. Il me dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'en parler pour s'il y a l'espace? Alors, on était un peu pris de court parce qu'on était en plein bouclage du journal, le moment où on termine le magazine, on était très débordés. J'ai dit, écoute, là c'est un peu compliqué, mais vous faites des observations cette semaine? Il dit, oui, on a plusieurs nuits d'observation. Je dis, écoute, on pourrait tenter quelque chose, on va faire un direct si tu veux bien, et on pourra comme ça faire participer un peu le public à la façon dont on observe au VLT. Donc il était super enthousiaste, il m'a dit, écoute, moi je ne serai pas là ce soir-là, mais mes collègues observeront. Donc, si vous êtes d'accord, eh ben, tout le monde était d'accord. Donc, c'est la raison de notre présence aujourd'hui avec Pierre Cluzaleb. Bonjour Pierre, qui est là devant. Voilà. Qui est astrophysicien aussi à l'Observatoire de la Côte d'Azur, au laboratoire Lagrange, qui est un laboratoire de l'Observatoire de la Côte d'Azur de l'Université de Nice et du CNRS. Il y a Florentin Miour, que vous voyez de dos, qui est très concentré sur les écrans de contrôle du VLT. Et puis, il y a aussi Julien Devron, qui est sur le côté. On verra peut-être un peu tout à l'heure. Oui. Et qui observe. Donc, Pierre, je vais te laisser la parole. Explique-nous un petit peu le contexte. D'abord, où on est là? Vous êtes à Nice et vous êtes en train de vous apprêter à faire une observation avec le VLT, c'est ça? Alors voilà, on est à l'Université de Nice, où on a nos bureaux, et comme vous le savez, donc les voyages au Chili sont pour l'instant pas possibles, mais depuis octobre, on travaille d'arrache-pied pour remettre en place les instruments, les remettre en route. Et on est les premiers dans notre équipe à faire des observations avec Mathis depuis l'ouverture de l'instrument, qui a eu lieu la semaine dernière. Donc on a fait une première observation samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Notre programme, c'est Betelgeuse, observation de Betelgeuse, qui nous intéresse parce qu'elle a eu des changements de luminosité. Donc, on a fait des observations en 2018 avec notre instrument, un collègue a fait en 2019, et là, on fait une observation en 2020. On va comparer un petit peu nos trois observations. Et donc, on a eu une demi-nuit d'observation dans la nuit de dimanche à lundi avec une configuration des télescopes maximum, parce que c'est des petits télescopes qu'on voit derrière la photo de David. On voit les petits télescopes devant les grandes coupoles. Ces petits télescopes qu'on peut les disposer. Donc on était dans une grande configuration, donc pour avoir une grande ligne de base, pour avoir des grandes précisions. Grande résolution. Et puis là, aujourd'hui, on a changé depuis hier la configuration. On est dans une configuration dite moyenne. Et lundi prochain, on sera dans une configuration basse. Alors, vous avez combien de temps d'observation? Combien de temps va durer votre observation cette nuit? Là, aujourd'hui, c'est 2 heures. D'accord, parce qu'il faut dire qu'il y a un décalage horaire, hein, d'ailleurs. Il est 5 heures du matin en ce moment, 1 heure au Chili, c'est ça? Alors, nous, on a 4 heures de décalage avec le Chili. Voilà. Donc, nous, là, on est à la moitié de la nuit pour les Chiliens. Donc, vous voyez le collègue en face, là, sur l'écran, qui est le collègue chilien qui mène la barque au Paranal. Donc, en fait, il y a 2 collègues qui sont au Paranal, un pour l'utilisation de Mathis, l'instrument, et les écrans qui sont en dessous, c'est les écrans de contrôle de l'instrument, Mathis. Et il y a une collègue avec lui qui s'appelle Claudia, qui, elle, s'occupe plutôt de la partie instrument, donc télescope et également ligne à retard. Donc, toute la partie infrastructure de VLTI. Il y a combien de personnes en ce moment sur le VLT, sur le site? Parce qu'on est dans une configuration, une configuration un peu particulière. Oui, on est en configuration minimum là-haut. Je ne sais plus combien il y a, David. Vous savez combien il y a de gens là-bas en ce moment? Ils sont 50 à peu près. Ils sont 50 par au lieu. rapport à d'habitude où il y a 200. 200, voilà, c'est ça. D'habitude, ils sont 200, mais là, ils sont 50 pour faire fonctionner tous les instruments et les remettre en route.
D'accord, donc un peu isolé là-haut. Oui. Parlons 2 secondes de l'année que vous avez vécue, parce que donc Matisse, c'est un instrument que vous connaissez bien, on en reparlera, mais il a été conçu dans votre laboratoire. Vous connaissez mieux que personne, mais cette année, vous l'avez laissé un peu seul. Enfin, il ne s'est pas passé grand-chose sur le VLT. Est-ce qu'on peut raconter un peu le contexte ? Oui, à cause du Covid, en pleines observations de Matisse, on a été obligé d'interrompre toutes les observations. L'observatoire a fermé parce qu'il n'y avait plus assez de personnes pour s'occuper de l'instrument et des télescopes. Les collègues chiliens qui sont sur le site sont rentrés dans leur famille, et nos collègues européens qui sont là-bas sont rentrés à Santiago, chez eux. Bon, ils sont restés là-bas, ils ne sont pas rentrés en Europe. Mais la consigne, ça a été de tout fermer très rapidement. Donc, on a fermé tous nos instruments, et je crois qu'il y a eu un instrument qui a ouvert sur un 8 mètres cet été. Et puis, la partie interférométrique commence à se rouvrir depuis octobre, en fait. C'est-à-dire que depuis octobre, il a fallu, quand je dis fermer les instruments, ça veut dire carrément rechauffer tous les instruments, les remettre à température ambiante, parce que nos caméras sont à très basse température. Donc couper aussi les pompes à vide, et puis les mettre en sécurité au niveau. Donc il y a eu une équipe très très restreinte qui est restée là-bas pour faire tourner les télescopes, les coupoles, vérifier que tout se passe bien. Et puis depuis octobre, on a remis les pompes à vide en route, on a refroidi toutes les caméras. Parce qu'il faut expliquer que votre instrument, il observe, on verra dans le détail, mais il observe dans l'infrarouge. C'est un domaine de longueur d'onde qui nécessite que les caméras soient à basse température. Donc, voilà, en fait, c'est pas redémarrer un instrument comme Matisse, c'est pas appuyer sur un interrupteur pour avoir la lumière. C'est un peu plus compliqué. Il faut à peu près 3 semaines pour que l'instrument soit de nouveau opérationnel. En gros, entre le refroidissement et les contrôles de tous les moteurs, on a plusieurs centaines de moteurs à gérer. En particulier, il a fallu qu'on reteste les moteurs qui sont dans le froid, puisque dans la partie refroidie, on a à la fois les caméras, mais on a aussi la partie spectroscope. Et donc, dans la partie spectroscope, on a aussi des moteurs. Donc, il a fallu vérifier que tout marche et que tout se remet en place correctement. Donc là, il y a eu un gros travail pour vérifier que les différents filtres et les différentes prismes ou grismes qui permettent de faire la spectroscopie puissent bouger pour pouvoir utiliser l'instrument dans ces différentes configurations, puisque là, on observe, on a des spectres, en fait. On analyse la lumière en longueur d'onde. Donc, on a des spectros, mais on a plusieurs résolutions. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs spectroscopes qu'on peut bouger. Et donc là, on est sur un mode particulier, là, ce soir. Mais on peut changer de mode facilement, en fait. Donc, voilà. Et on a 2 caméras. Une caméra qui observe autour de 3,5 microns de longueur d'onde dans l'infrarouge moyen, et une caméra d'à 10 microns. Et en fait, l'instrument, c'est 2 instruments en un. C'est-à-dire que la table Matisse reçoit 4 faisceaux du VLTI, les combine, mais sépare en 2 parties, une partie infrarouge à 3 microns, une partie infrarouge à 10 microns, avec 2 détecteurs séparés qui fonctionnent en même temps. Donc, il y a tout un travail électronique qui a été fait pour que les 2 enregistrent en même temps. Donc on observe, alors on l'a bien compris, dans des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles à l'œil nu, on est sur de l'infrarouge. Donc vous observez en ce moment Bételgeuse dans un rayonnement qu'on ne percevrait pas si on regardait Bételgeuse dans la nuit ce soir. Parlons de 2 secondes, si vous voulez bien, de l'interférométrie, et en particulier, donc j'ai expliqué au début que j'avais été contacté au départ par Bruno Lopez qui me disait que vous alliez faire finalement le centenaire, l'observation 100 ans après la première observation interférométrique. Est-ce qu'on peut raconter en 2 mots ce que c'est que cette technique d'interférométrie, ce qui s'est passé il y a 100 ans, et pourquoi finalement Matisse, c'est un peu la suite de cette longue histoire? Oui, alors en fait, effectivement, c'est le 13 décembre 1920 que Michelson, exactement le 13, Michelson a fait la première mesure de diamètre angulaire, c'est-à-dire de diamètre sur le ciel de Bételgeuse. Bételgeuse qui est une étoile supergéante, et en fait c'est l'étoile la plus grosse en taille après le Soleil en apparence. En fait le principe de l'interférométrie, c'est essayer d'aller plus loin que ce que l'on peut faire avec un télescope unique, en utilisant des télescopes différents. Dans le cas de Michelson, lui, ce qu'il avait fait, il avait mis une poutre sur le télescope de 2,50 m du mont Wilson.
qui lui permettait d'agrandir le télescope. Il fait 2,50 m et sa poutre, il a fait des observations à 3 mètres. 3 mètres, donc c'est comme s'il avait un télescope de 3 mètres de diamètre. Et il a fait la première mesure de Betelgeuse à l'œil nu. Donc il a fait des franges d'interférence en ayant sur cette poutre des miroirs qui prend la lumière qui vient de Betelgeuse et qui la combine au foyer du télescope, et il regardait à l'œil. Et il mesurait comme ça le contraste des franges. Donc il a pu regarder 2 étoiles brillantes mais qui étaient plus petites. Il a vu que le contraste c'était bien contrasté, bien net, donc il a dit ok, ces étoiles-là ne sont pas résolues, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il a vu Betelgeuse, il a dit je ne vois pas de franges. Donc il a vérifié qu'effectivement sur les autres étoiles, il voyait toujours des franges. Sur cette étoile, il ne voyait pas de franges. Si on ne voit pas de franges, ça veut dire que l'étoile est résolue. Donc il en a déduit un diamètre qu'il a estimé. Alors Eddington avait prévu à l'époque, un peu avant, que cette étoile devait faire 50 millièmes seconde. La seconde, c'est le 3600e de degré. On est au 3050 millièmes de 3600e de degré. Donc c'est tout petit. C'est extrêmement petit. C'est petit comme je sais pas moi, une balle de ping-pong qui serait sur la Lune ou quelque chose comme ça, tout petit quoi. Et ensuite, lui a fait une mesure et il a dit c'est plutôt 40 millièmes au lieu de 50 millièmes. Ça a été repris ensuite, il y a plusieurs observations qui ont eu lieu les années suivantes. Et actuellement, la mesure, c'est autour de ça, c'est autour de 40 millièmes. Bon, c'est une étoile géante, ça dépend à quelle couleur on l'observe. Lui, il a observé en visible, nous on observe en infrarouge. En infrarouge, on observe la poussière, donc on a un objet qui semble un peu plus grand. Mais on est autour de à peu près cette dimension, 40 millièmes, 50 millièmes de longueur d'onde, de seconde d'arc. De seconde d'arc. Oui, alors oui, il faut bien expliquer effectivement que l'interférométrie tire parti de la nature ondulatoire de la lumière. Vous avez parlé de franges, c'est-à-dire qu'en fait, vous récupérez la lumière de 2 télescopes séparés, vous la recombinez de façon très compliquée, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, et la nature ondulatoire de la lumière fait que de temps en temps, vous avez des interférences constructives et donc des franges brillantes, c'est ça? Voilà, et de temps en temps, les creux et les bosses, disons, captés par les 2 télescopes font des franges noires. Et donc, c'est la distance entre les franges qui permet de calculer le diamètre. Alors, en fait, on fait varier les télescopes. C'est la distance entre les télescopes qui nous permet de faire varier le contraste des franges, en fait. Donc, quand les télescopes sont très proches, on a l'équivalent d'un télescope qui fait, mettons, 12 mètres de diamètre. On a sur des étoiles petites, les étoiles, c'est pas suffisant pour les résoudre, donc on a un bon contraste. Et plus on augmente la base entre les télescopes, plus le contraste diminue. Et on suit une courbe comme ça, qui est le contraste en fonction de la base, et on arrive à reconstituer comme ça le diamètre de l'étoile. Dans le cas de Betelgeuse, déjà avec 10 mètres de base, 12 mètres de base, on est déjà résolu. Donc on a déjà un contraste qui est très faible. Et on a des hauts et des bas. C'est une courbe qui oscille, qui commence d'un maximum à 100%, qui descend à 0, qui remonte à 10% ou un peu moins, qui redescend, etc. Et qui oscille tout en descendant. Et plus les bases est longue, plus on va être bas, avec des oscillations. Et nous, ce qu'on va mesurer, c'est à chaque fois, pour les différentes bases, les contrastes, et on va essayer de mélanger tout ça. En plus, comme la Terre tourne, c'est comme si la base changeait de taille aussi, puisque vu depuis le ciel, l'étoile voit les télescopes vus depuis le ciel, et quand l'étoile est juste au-dessus, elle voit la base maximum, mais si l'étoile est plus bas sur l'horizon, elle verra la projection de la base. Donc on a aussi une longueur de base qui varie en faisant de la nuit. Donc en combinant tout ça, donc c'est des techniques qui ont été inventées avec Michelson, qui ont été en optique laissées un peu tomber parce que c'était extrêmement compliqué, c'est-à-dire dans les années 1920-1930, ils étaient 2 à savoir l'utiliser au monde. Après, on a laissé tomber, c'était trop compliqué. Les radioastronomes ont repris la technique avec des radiotélescopes parce qu'ils avaient besoin de très grandes bases. Donc, c'est eux qui ont développé ensuite l'interférométrie en radio. Et de nouveau, depuis les années 70, ça a été remis à l'ordre du jour grâce en particulier à Antoine Labeyrie, qui est installé à l'Observatoire de Calerne, qui a fait des premiers prototypes avec des télescopes plus petits de 20 cm et puis après de 1,50 m. Et maintenant, on fait ça avec des télescopes de 1,80 m ou de 8 mètres. Donc, nous, on utilise ce soir des 1,80 m parce que les 8 mètres se justifient pour des étoiles ou des sources lumineuses plus faibles.
Par exemple, on pourrait observer des quasars, on l'a fait, ou des noyaux de galaxies, pour essayer de mesurer leur taille. On a besoin des télescopes de 8 mètres parce que c'est beaucoup plus faible en luminosité. Pour Betelgeuse, comme c'est une étoile très brillante, on n'a pas besoin d'utiliser les 8 mètres. Et on a besoin d'utiliser, les 1,80 m suffisent, mais en plus, ce qui est bien avec les 1,80 m, c'est qu'on peut les redisposer, disons, en 2 jours, on les ils sont mobiles sur la plateforme. Ouais. Sur la plaforme alors que les 8 mètres ne sont pas mobiles. Voilà. Et pour l'instant, on ne peut pas combiner les 8 mètres et les 1,80 m, c'est trop compliqué, ça ne se fait pas. Soit on utilise 1,80 m, soit les 8 mètres. Donc nous, on utilise pour notre mesure les 1,80 m. Et quelle est la distance maximale que vous pouvez avoir entre 2 télescopes d'1,80 m? C'est combien à peu près? Alors actuellement, on en est à 130 mètres de distance maximale à peu près. Ça veut dire que vous obtenez la résolution qu'aurait un télescope de 130 mètres de diamètre, c'est ça? De 130 mètres. 130 mètres. 130 mètres, ouais. On pourrait aller jusqu'à 200 mètres parce que la plateforme le permet. Mais c'est les lignes à retard à l'intérieur qui sont au sous-sol et qui permettent de corriger les trajets optiques suivis par les différents télescopes qui ne sont pas assez longues, qui ne permettent pas d'aller jusqu'à 200 mètres. Donc il y a un projet pour modifier les lignes à retard pour pouvoir utiliser les bases les plus longues de 200 mètres. Pour l'instant, on est limité à des bases de 130 mètres. Bon, pour nous, avec Betelgeuse, ça va, on a de quoi faire avec 130 mètres. On a le Chilien 2020 sur le chat qui dit que c'est 200 mètres après Gravity Plus. Voilà. Ah oui, il y a d'autres projets, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, ce serait peut-être maintenant qu'on raconte un peu ce qui se passe en ce moment derrière vous, parce que donc on a un peu présenté l'instrument, la manip, mais là, il se passe des choses. Racontez-nous un peu ce que vous faites. Alors, on est en train d'attraper Betelgeuse. Dans 1 minute. Dans 1 minute. Donc, est-ce que tu peux nous décrire, Florentin, ce qu'on a à l'écran? Oui, je peux. Voilà. Tout à fait. Alors, déjà, attraper Betelgeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Oui. Attraper l'étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je veux dire, attraper Betelgeuse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous savez où elle est? Vous êtes en train de pointer ou il y a des choses particulières à faire? Alors, donc là, ce qu'on vient de faire à l'instant, c'est d'observer une étoile de calibration. Donc, c'est une étoile qui nous sert de référence pour évaluer la réponse de l'instrument Matisse. Donc, c'est ce qu'on vient de faire là sur la dernière demi-heure. Et maintenant, donc, on pointe l'étoile Betelgeuse. Donc, on va observer l'étoile de science, celle qui nous intéresse. Et donc, en fait, en interférométrie, on alterne entre une étoile de référence et puis l'étoile qui nous intéresse. Donc, en l'occurrence, là, c'est Betelgeuse. L'étoile de référence, elle est choisie comment? Et est-ce qu'elle est loin sur le ciel? Il faut que vous bougiez beaucoup? Comment ça se passe? Alors, cette étoile de référence, c'est une étoile la plus simple possible, puisqu'on veut en fait qu'elle nous aide pour mesurer ce qu'on appelle la réponse de l'instrument, la réponse impulsionnelle. Donc, cette réponse-là ne peut être mesurée que sur des objets, des points sources, des sources ponctuelles. Alors, évidemment, des sources ponctuelles dans le ciel, il n'y en a pas beaucoup. Donc on se contente en fait d'étoiles, mais d'étoiles dont on connaît très bien les caractéristiques. Donc on a un travail très important qui est fait notamment par Pierre pour évaluer si certaines étoiles sont utilisables pour faire cette caractérisation. Et donc là, on a en fait un catalogue d'étoiles dans lequel on peut piocher des étoiles qui sont les plus proches de Betelgeuse, et puis avec d'autres caractéristiques en fait qui permettent de mesurer cette réponse impulsionnelle. Voilà. Donc là, ce qui se passe actuellement, les télescopes en fait sont en train d'être pointés vers Betelgeuse. Donc là, on a terminé les observations sur le calibrateur, sur cette étoile de référence. Donc l'astronome vient de lancer en fait le script qui permet de pointer Betelgeuse. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est les 4 télescopes qui sont en train de se diriger vers l'étoile. Et dans le même temps, donc, il y a ce qu'on appelle des lignes à retard, donc c'est des trains. Sur le site, il y a des rails donc, qui sont souterrains, sur lesquels des chariots avec des miroirs se déplacent. Et ces chariots-là permettent en fait de compenser exactement ce qu'on appelle la différence de marche entre le chemin optique des différents télescopes. C'est-à-dire que la lumière rentre dans tous les télescopes
Et pour pouvoir synthétiser un télescope unique, on a besoin que la lumière qui arrive sur chaque télescope à des temps différents, parce qu'ils sont pointés dans une direction qui n'est pas le zénith, on a besoin de corriger cette différence de marche pour que la lumière arrive exactement au même moment sur le détecteur de Matisse. Et donc ces lignes à retard, elles aussi se déplacent pour pouvoir aller ajuster ce qu'on appelle la différence de marche entre les télescopes. D'accord, oui. Donc Pierre nous a expliqué qu'effectivement, il y avait un projet pour pouvoir éloigner les télescopes jusqu'à 200 mètres, mais que pour le moment, les lignes à retard n'étaient pas encore en capacité de compenser ce chemin dont vous nous parlez pour ces distances-là, c'est ça, hein? Tout à fait. Les lignes à retard, les rails des lignes à retard font à peu près 50 mètres de long aujourd'hui. Donc on peut corriger en fait 100 mètres de différence de marche. Donc ce n'est pas suffisant pour des bases de 200 mètres. Et donc il y a un travail en cours à l'observatoire pour pouvoir étendre en fait le chemin optique de ces lignes à retard. Alors on ne va pas rallonger les rails, hein, on va faire passer la lumière 2 fois dans les lignes à retard. D'accord, il faut que vous fassiez faire du chemin à la lumière de façon un peu contrainte, si j'ai bien compris. C'est un peu l'objectif en interférométrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors ça a l'air évidemment très technique, mais les écrans qu'on voit là derrière vous, qu'est-ce qu'ils racontent? Oui. Alors, les écrans, tu avais un pointeur, oui. C'est le vert. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur. Voilà, on devrait le voir. On voit le pointeur, oui, on voit le pointeur. OK. Donc, je mets en plein écran, donc normalement on verra. Je vais vous montrer, je vais essayer de pointer en même temps que je regarde de ce côté-là. Donc, ce que vous avez ici, c'est tous les panneaux de l'instrument. Et on est connecté par visioconférence avec l'observatoire. Donc ici, vous avez l'astronome de nuit qui s'appelle Peter Cicluna, qui est en direct avec nous, en train de discuter avec nous. Donc c'est l'observatoire au Mont Paranal, c'est la salle de contrôle. Et Peter travaille donc en binôme avec une deuxième personne qu'on ne voit pas à l'écran là, qui s'appelle Claudia. Qui s'occupe de gérer les télescopes, donc qui s'occupe de faire fonctionner les télescopes, parce que c'est quand même, on parle de 4 télescopes, plus 4 lignes à retard, plus un instrument, donc c'est un ensemble assez compliqué, donc il faut au moins 2 personnes pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc à gauche, ici, voilà, à gauche ici, vous avez ce qu'on appelle le broker des observations, donc c'est une petite interface qui permet d'exécuter les scripts d'observation de l'instrument, donc qui permet de piloter en fait les télescopes et l'instrument et de coordonner tout ça de manière harmonieuse, enfin la plus harmonieuse possible. Tout ça, vous l'avez écrit avant l'observation, j'imagine? Oui, là on parle sur Matisse, on parle d'un projet qu'on développe depuis 15 ans. Hein. Donc il y a à peu près, oui, il y a à peu près une dizaine de alors en termes de lignes de code, je crois que c'est le million de lignes de code qui ont été développées pour fabriquer le logiciel de l'instrument. Donc on parle de plusieurs années de développement logiciel. Donc cette partie-là, ici, n'est pas développée par Matisse, c'est développé par l'Observatoire, donc l'Observatoire européen austral. Et donc tous les instruments ont la même interface pour exécuter les observations. Et donc ensuite, vous avez 3 panneaux. Donc un panneau ici dont on reparlera un petit peu plus tard, qui est le panneau de suivi de frange. Vous avez ici le panneau qui décrit le statut de l'instrument, donc qui permet de savoir dans quel état est l'instrument. Et à gauche, vous avez les images des 2 caméras de Matisse. Donc je pense que Pierre vous a expliqué, il y a 2 instruments en un dans Matisse. Donc, il y a un instrument qui fonctionne à peu près à 3 microns, donc qui est la caméra en haut, et un instrument qui fonctionne à 10 microns, qui est la caméra qu'on voit en bas. Donc, pour résumer, donc ça, c'est les données en fait, qui sont issues des caméras. Et ces données sont traitées en temps réel par le panneau que vous avez à gauche ici, pour pouvoir extraire des informations utiles pour les observations. Et donc ces informations utiles en fait permettent de centrer les franges sur ce qu'on appelle la différence de marche nulle
C'est-à-dire que malgré le fait qu'on compense les chemins optiques entre les télescopes, donc avec les lignes à retard, il reste des résidus qu'on doit corriger en temps réel avec l'instrument. Donc en analysant en temps réel les données de l'instrument. Et alors, à l'œil, quand vous observez en direct, comme c'est le cas maintenant, là, par exemple, quand on voit des lueurs, je ne sais pas comment décrire ça mieux, à droite, ça vous donne une information, ça vous dit que vous avez pointé quelque chose? Est-ce que vous observez du bruit? Est-ce que ça vous parle? Alors, donc sur ce panneau ici, là, ce qu'on voit en fait en ce moment qui est apparu à l'écran, c'est la lumière de Betelgeuse. Hein. Donc, c'est la lumière qui vient de l'étoile. Et qui passe au travers donc, de l'instrument qui contient un spectrographe et puis la partie interférométrique. Donc normalement, d'ici peu de temps, on devrait voir les franges apparaître. D'ailleurs, elles sont déjà là. Elles sont déjà. Ouais. Ah bah voilà. Donc là, on les voit. Donc les franges, on les voit faiblement, hein, puisque Betelgeuse est une étoile très grande qui a un grand diamètre. Donc les franges sont faibles, ça fait partie des choses qu'on veut mesurer hein, sur l'étoile. Donc c'est les bandes qui sont verticales ici, donc qui sont faiblement visibles. Hein, on voit que c'est en train de mesurer quelque chose sur l'écran de gauche aussi. Voilà. Et donc voilà. En même temps, donc il y a le traitement en temps réel des images qui viennent des caméras qui sont traitées. Donc en fait, quand on a un petit trait vertical, donc il y en a 6, hein, qui correspondent aux 6 combinaisons de 2 télescopes, donc parmi les 4 télescopes. Donc ce petit trait vertical nous indique en fait qu'on a du signal venant de l'étoile. Et donc c'est ça en fait qui nous intéresse, hein, en l'occurrence sur Betelgeuse. Donc il fait beau en ce moment à Paranal. Oui, le temps est très bon. Donc ce soir, on a 0,5 secondes de signe. Alors je pense que ça parle un petit peu aux astronomes. Oui. En France, on n'a pas ça. Hein. Enfin, moi, j'ai rarement vu ça en France. Alors, expliquez-nous un petit peu peut-être l'objectif scientifique des manips. Là, pourquoi vous suivez Betelgeuse? Est-ce que c'est simplement son rayon qui vous intéresse en ce moment? Quel est l'objectif à long terme de ces observations? Alors, Betelgeuse, c'est une étoile qui intéresse les astronomes depuis pas mal de temps, puisque c'est la première étoile qui a été observée par interférométrie, donc par Albert Michelson hein, en 1920. Donc c'est il y a à peu près 100 ans, enfin il y a un petit peu plus de 100 ans maintenant. Oui, on a vu, c'était le 13 exactement apparemment. Oui, donc on a recommencé les observations sur sur Matisse le 13. Donc de cette année, et puis c'était Betelgeuse qu'on avait pointé, donc c'est assez fortuit et puis rigolo. Donc oui, on s'intéresse au diamètre de l'étoile puisque le diamètre de Betelgeuse a été discuté depuis à peu près 100 ans. Donc la première mesure de ce diamètre, c'est 47 millisecondes d'arc, 47 millièmes de seconde d'arc, donc c'est très petit. Hein. Et pourtant, c'est une des étoiles les plus grandes sur le fond du ciel. Hein. Mais plus récemment, en fait, dans les années 90, ce diamètre a été discuté parce qu'il a été remesuré par d'autres interféromètres, donc notamment un interféromètre qui s'appelle EASY, l'interféromètre spatial de Berkeley, donc par Charlie Towns, donc qui est le prix Nobel qui a co-découvert le laser hein, avec d'autres, enfin qui a co-inventé le laser. Et donc en fait, lui a fait des mesures du diamètre de Betelgeuse sur plusieurs années. Et il a constaté en fait que ce diamètre avait l'air de varier au cours du temps. Ce qui est un petit peu étonnant hein, pour ce type d'étoile, puisque on parle d'une étoile qui fait plus de 1000 fois le diamètre du Soleil. Donc normalement, le diamètre de ces étoiles-là ne varie pas aussi facilement que ça en principe. Donc ça, il y a eu une controverse hein, dans les années 90 sur le diamètre de Betelgeuse, de savoir si ce diamètre était fixe, comme on pourrait s'y attendre, ou bien s'il était variable. Aujourd'hui, le diamètre de l'étoile, donc le diamètre moyen de l'étoile, il est autour de 43 milliards de secondes, donc on n'est pas à 47 milliards de secondes comme ça a été le cas au début.
Et puis, en fin d'année dernière, en 2019, il y a eu ce qu'on appelle le grand événement lumineux de Betelgeuse, c'est-à-dire que l'étoile a tout d'un coup diminué d'une magnitude, presque 2 magnitudes. On avait suivi ça, effectivement, c'était assez impressionnant. C'était visible à l'œil nu, c'était assez stupéfiant. Et donc, il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup d'observations qui ont été faites en fait sur l'étoile. Donc, les observations qu'on fait ce soir sont directement liées à cet événement-là. Donc, avec Mathis, on avait observé Betelgeuse en 2018, donc avant cet événement photométrique. J'ai un collègue qui s'appelle Miguel Montargès qui a répété les observations pendant l'événement. Et donc, les observations de ce soir sont destinées à faire des nouvelles observations après cet événement photométrique sur Betelgeuse. Donc, l'objectif ici, c'est de comparer l'apparence de l'étoile, donc avant, pendant et après cet événement. Adrien, je me tourne vers toi. Comme je ne vois pas le chat, s'il y a des questions, n'hésite pas à m'interrompre. On a le Chilien 2020 qui, j'imagine, est dans l'équipe, qui participe beaucoup et qui donne beaucoup d'informations et répond aux questions. D'accord, super. Mais je peux dire qu'on est, du coup, au dernier moment, on est à peu près 60 sur le chat. Très bien. Voilà, 59 là, donc quand même. J'ai une question moi, sur Betelgeuse en général, c'est-à-dire que vous avez dit donc il y a eu une controverse, une discussion sur son diamètre. Il y a eu cet événement l'année dernière. C'est une étoile en fin de vie, Betelgeuse, on est bien d'accord. C'est une étoile qui est considérée comme une supergéante rouge. Oui, tout à fait. Et vous l'observez dans l'infrarouge. Qu'est-ce qu'on observe dans l'infrarouge? C'est le rayonnement de l'étoile elle-même? Est-ce que c'est autre chose? Alors, les étoiles supergéantes rouges, donc effectivement, c'est des étoiles en fin de vie. Donc, on pense qu'elles sont très très proches de la dernière étape de la vie d'une étoile, c'est-à-dire la supernova pour des étoiles de cette masse-là. Et donc, les observations infrarouges ont plusieurs intérêts pour ces étoiles-là. C'est que, premièrement, dans l'infrarouge, on va être sensible à l'émission de poussière. Ces étoiles sont des véritables usines à poussière. Elles produisent des quantités de... Alors, quand je parle de poussière, je ne parle pas de la poussière qu'on a chez soi, je parle de poussière d'étoiles. Donc, ça ressemble plus à du sable, en quelque sorte. Et donc, ces poussières-là, en fait, c'est les briques qui permettent de former les étoiles rocheuses, comme la Terre. Donc, c'est directement ces poussières-là qui sont à l'origine de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc, le mécanisme de la formation de ces poussières est encore assez mal connu sur ces étoiles-là. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à Betelgeuse et qu'on l'observe dans l'infrarouge pour pouvoir déterminer le mécanisme de formation de ces poussières. Donc, ça fait partie des objectifs en fait, des observations de ce soir. Alors, vous allez observer pendant encore, je crois, 1h30, si j'ai bien compris. Vous avez un créneau de 2 heures d'observation, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment c'est décidé, ça, le temps que vous pouvez observer avec le télescope? Donc là, vous observez entre 1h et 3h du matin, vu depuis Paranal, au Chili. Qu'est-ce qui fait la décision sur ces aspects? Alors, les observations sur les très grands télescopes, c'est très compétitif. Il y a des appels tous les 6 mois qui sont faits pour donc des appels à idées de programmes d'observation. Donc, on soumet des programmes d'observation et ces programmes sont comparés les uns par rapport aux autres sur des critères de science, sur les critères scientifiques. Donc, aujourd'hui, à l'Observatoire européen austral, il y a à peu près 1 millier de réponses tous les 6 mois. Donc, sur ces appels à idées de programmes scientifiques. Et il y a à peu près, je crois que c'est à peu près 1 programme sur 5. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes de temps de télescope que de temps effectif de télescope disponible. Et donc, il y a à peu près une demande de temps sur 5 qui est acceptée. Donc ça, c'est sur la
manière dont on demande le temps d'observation. Après, plus spécifiquement, sur chaque objet, chaque étoile, on va évaluer son observabilité, c'est-à-dire regarder à quelle heure on peut l'observer en pratique. Donc, il se trouve que Bételgeuse, à Paranal, vu des petits télescopes, donc des télescopes de 1,80 m, les AT, elle passe entre deux dômes de télescopes de 8 mètres. Et donc, le reste du temps, elle est cachée par les dômes des grands télescopes. Et donc, on a une fenêtre d'observabilité assez petite, de juste 2 heures, parce que Bételgeuse, sinon, on peut l'avoir toute la nuit. Donc, elle est assez basse, en fait, finalement, sur le ciel. Alors, vue du Chili, oui, puisque l'observatoire se trouve presque au niveau des tropiques. C'est 30 degrés. Dans l'hémisphère sud, oui. De latitude, oui. Donc, d'accord. Donc, ça explique, en fait, ce temps finalement fragmenté, puisque vous avez observé, donc, il y a quelques jours, vous observez cette nuit, vous allez observer encore dans les nuits qui viennent, je crois. Oui, alors la raison pour laquelle on répète les observations, c'est qu'entre 2 observations, on déplace les télescopes sur le site. Donc ça permet en fait de remplir la pupille d'une sorte de télescope virtuel qui fait la taille du site. Donc en l'occurrence, là, on a une séparation entre chaque télescope qui est de l'ordre de 130 mètres. Mais il faut absolument, si on veut pouvoir réaliser des images, c'est notre objectif, si on veut réaliser des images de l'étoile, il faut déplacer les télescopes pour pouvoir remplir cette pupille de ce télescope pour pouvoir reconstruire, entre guillemets, le télescope virtuel de 100 mètres ou 140 mètres de diamètre, ce qui est possible de construire, c'est ça? Exactement, oui. Et ça met combien de temps? J'aurais une question, ça met combien de temps pour déplacer le télescope? Est-ce que parfois c'est qu'on le fait en une seule séance, finalement? Alors, les télescopes sont déplacés de jour, ils ne sont pas déplacés pendant la nuit. Donc, c'est assez extraordinaire à regarder d'ailleurs, parce que ils se déplacent sur des rails, comme des trains. Et donc, dans une journée, il y a à peu près 2 télescopes qui peuvent être déplacés. Ça, c'est une question de quantité de personnel disponible pour pouvoir les déplacer. Donc, on ne peut pas faire des observations successivement au déplacement du télescope parce qu'il faut d'abord vérifier qu'ils sont bien placés sur leur station. Donc, en fait, vous avez des stations derrière vous. En fait, on les voit. Donc voilà, vous avez un des télescopes qui est posé sur une station, mais vous avez des capots en fait qui sont entourés de rouge, qui sont les endroits en fait où on peut placer les télescopes. Donc c'est ce qu'on appelle les stations des télescopes. Donc les télescopes sont déplacés sur ces stations. Et on imagine en plus qu'il faut une précision incroyable parce que pour faire interférer la lumière, ce que vous essayez de faire, on est sur des longueurs d'onde de l'ordre du micron. Ça veut dire qu'il faut une précision phénoménale entre 2 télescopes quand même, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a des télescopes qui sont à 130 mètres l'un de l'autre et on doit connaître leur position à mieux que le micron. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, on mesure l'exploit technologique quand même de l'interférométrie optique qui est menée au VLT. D'ailleurs, peut-être que... alors là, juste pour reprendre un peu ce qui se passe derrière vous, donc pour l'instant, vous êtes en phase d'acquisition, vous collectez les photons, comment ça se passe? Combien de temps ça va durer? Là, on enregistre les données sur Bételgeuse. Donc, ça fait déjà quasiment 10 minutes d'observation. Et donc là, il y a une chose qui est intéressante qu'on voit ici, c'est que ça a l'air de clignoter. Donc, c'est bien le cas. Donc ça, c'est une spécificité des observations dans l'infrarouge moyen, donc qu'on appelle aussi l'infrarouge thermique. C'est que l'atmosphère terrestre est parfois, alors c'est pas le cas pour Bételgeuse, mais elle est parfois plus brillante. Donc elle émet de la lumière elle-même, parce que on est sensible à des températures de l'ordre de 300 degrés, c'est-à-dire la température du corps humain. Et donc l'atmosphère terrestre elle-même émet de la lumière. Et elle émet parfois plus de lumière que l'étoile elle-même. Là, tu le vois dans le N. Et on le voit, en fait, oui, on le voit ici sur ce détecteur-là, on ne voit pas l'étoile. Et la lumière qui parvient sur le détecteur, c'est principalement de la lumière qui vient de notre propre atmosphère. Ça veut dire que si on avait des yeux infrarouges comme Matisse, si on regardait le ciel, on verrait quelque chose d'uniformément brillant et pas d'étoiles, c'est ça? Oui, c'est ça. On verrait les étoiles au travers d'un brouillard lumineux. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et donc, on utilise une technique qui s'appelle le shopping. Donc, on va déplacer les télescopes très rapidement, alternativement entre l'étoile et puis une portion du ciel juste à côté. Donc ça permet de... Pas les télescopes eux-mêmes, j'imagine. Alors, ce n'est pas les télescopes eux-mêmes, c'est un miroir dans le télescope, hein, donc qui peut se déplacer très rapidement et qui permet de déplacer le champ du télescope alternativement entre l'étoile et le ciel. Et donc, avec les données acquises avec ce shopping, on peut, après, donc en traitement a posteriori, je ne vais pas dire supprimer, mais on peut corriger en partie l'émissivité du ciel. Vous faites la différence, c'est ça, grosso modo, entre ce que vous voyez quand vous pointez l'étoile et ce que vous regardez à côté, c'est ça? Tout à fait. On va bientôt passer sur l'autre. Hein. Voilà, donc oui, on a quasiment terminé sur Betelgeuse, et donc on va bientôt repointer une étoile de calibration, donc une étoile de référence pour les observations de ce soir. Et vous consacrez combien de temps à la calibration et combien de temps à à la Betelgeuse? Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, l'interférométrie est une technique qui est extrêmement inefficace. Parce qu'on passe plus de temps à faire des calibrations qu'à observer l'objet scientifique. Donc c'est assez frustrant parfois, hein, puisqu'on utilise beaucoup de temps de télescope pour assez peu de données scientifiques. Mais c'est absolument indispensable si on veut calibrer correctement les données. Donc en fait, sur les observations qu'on fait ce soir, en fait, on alterne entre une étoile de référence et l'étoile Betelgeuse qui nous intéresse. Et donc on va passer la moitié du temps à faire des calibrations et la moitié du temps à faire de la science. Très bien, merci. Vous savez quand est-ce que vous savez que vous avez de bonnes données? Alors, vous pouvez le voir en temps réel. Par exemple, là, ça se passe bien, j'ai l'impression. Oui, on a des moyens de voir les choses en semi-temps réel, on va dire. Donc, on a ce panneau qui nous donne une première idée en fait de la qualité des données. Et puis, on a aussi à disposition, mais ça, c'est seulement quand on est sur place à Paranal, on a à disposition de quoi traiter les données. Donc, on peut avoir quelques minutes après les observations une première évaluation de leur qualité. Mais là, aujourd'hui, hein, comme on est à distance, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on se fie principalement à ce que nous indique ce panneau-là. Il y a le Chilien qui dit que c'est 20 minutes entre calibreur et étoile science, à peu près. Oui. 20 minutes, d'accord. J'ai une question peut-être sur Matisse, l'instrument lui-même. Donc, on a bien compris qu'il y avait plusieurs instruments qui utilisaient les capacités d'interférométrie au VLT. Quand tu reprends l'observation, tu me redonnes le truc, je prends la suite. Oui. Et oui, justement, c'était une question peut-être pour Pierre ou pour Florentin, enfin évidemment l'un ou l'autre. Sur le développement de l'instrument lui-même, comment ça se décide Comment ça se décide la conception d'un instrument de ce genre? Je crois que c'est un instrument qu'on appelle de deuxième génération, c'est-à-dire que c'est une version améliorée ou d'un instrument précédent, parce que Matisse fonctionne depuis 2018, c'est bien ça? Alors, il fonctionne, on l'a mis en route en 2018, mais il est exploité scientifiquement depuis 2019. Hein. Donc ça fait à peu près 2 ans, enfin un petit peu moins de 2 ans. Donc c'est un instrument, en fait, le démarrage de l'instrument, ça date de 2005, donc ça date pas d'hier. Donc à cette époque-là, il y avait la première génération d'instruments du VLTI qui avait commencé à fonctionner. Donc il y avait 2 instruments qui s'appelaient Amber et MIDI, donc un qui fonctionnait dans le proche infrarouge et un autre qui fonctionnait dans l'infrarouge thermique, comme Matisse, mais qui recombinait chacun, donc Amber recombinait 3 télescopes et MIDI recombinait 2 télescopes. La difficulté de l'interférométrie, c'est que on a des données qui sont extrêmement parcellaires. Donc avec 2 télescopes, on a très peu de remplissage de cette pupille, cette fameuse pupille du télescope virtuel. Qui nous intéresse en fait pour ces observations. Donc passer de 2 télescopes à 3 télescopes permet
de multiplier par 3 la quantité d'informations disponibles, et passer de 3 télescopes à 4 télescopes permet à nouveau de multiplier par 2 la quantité d'informations disponibles. Donc, en fait, à chaque fois qu'on rajoute un télescope dans l'instrument, on multiplie de manière très très importante la quantité d'informations qu'on peut récolter. Donc, c'est pour ça en fait qu'en 2005 avait été proposé plusieurs instruments à 4 télescopes, pour pouvoir passer en fait à ce qu'on appelle l'ère de l'imagerie en interférométrie. Donc on y rentre aujourd'hui. Donc pour pouvoir reconstruire des images en fait des objets qu'on observe, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc il y a 2 projets qui ont été retenus. Il y a un projet qui s'appelle Gravity, donc qui est extrêmement de succès, puisqu'il a contribué notamment au prix Nobel de Reinhard Genzel de cette année. De cette année, oui. Donc il est explicitement cité dans le texte du prix Nobel. Pour les observations du trou noir central de la Voie lactée, c'est ça? Tout à fait, oui. Et donc Matisse, qui est l'instrument qu'on utilise ce soir, qui est le pendant infrarouge thermique de Gravity. Gravity, c'est un instrument dans l'infrarouge proche. Voilà, donc ça, il y a eu, oui, on a mis 15 ans pour arriver à réussir cet instrument. Donc une équipe d'une centaine de personnes à peu près. Donc on n'est pas tout seul du tout sur ce projet-là. Et un budget de l'ordre de 10 millions d'euros à peu près. Alors, je vais essayer de montrer une photo de l'instrument. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Non, ça ne marchera pas. Si, allez. On va voir, allez, on fait un test. Juste pour montrer à quoi ça ressemble, parce que finalement, c'est un peu abstrait. Alors, est-ce que j'ai trouvé une belle photo? Vous en avez peut-être, vous? Oui, on a des photos. Mais je vais laisser la main à Pierre, parce qu'on continue les observations là. Donc oui, je vais vous repasser, Pierre. Bonne observation. Merci. Alors, j'essaye de trouver une photo. Allez, je prends la main. Donc là, on a fini l'observation de Betelgeuse. On repart sur l'observation d'une nouvelle étoile d'étalonnage qu'on appelle calibrateur. Donc là, il est en train de pointer. Donc, par contre, on ne voit plus, Pierre. Il faudrait que vous vous décaliez un peu plus vers le centre. Je me décale. Voilà. Bouger, de toute façon, super. Voilà, c'est bon. Donc on repart sur un pointage nouveau des télescopes, parce qu'à chaque fois, on change d'étoile. Donc, nos étoiles sont loin les unes des autres, sont entre Betelgeuse et les étoiles de calibration. Il y a à peu près 30 degrés sur le ciel, 20-30 degrés. Donc, elles sont assez loin. Donc, le temps que les télescopes à le bouger, l'acquérir. Je suis en train de chercher une image. C'est pas facile de trouver une image. Je suis en train de chercher une image, Pierre, sur le site de l'ESO de l'instrument. Le Chilien 2020 sur le chat. On avait donné quelques-unes, mais je ne sais pas si c'est vraiment celle que tu cherches. Ah bah peu importe, cela dit, si tu peux les montrer. Non, là, je ne vois pas. Un moyen de rien. Bah attends, moi j'en ai trouvé une, mais elle est peut-être un peu, hop, si comme ça, ça l'est peut-être mal. Moi, ce que tu as. Je vais l'afficher, hop, et je vais faire un partage d'écran, on va voir si ça fonctionne. Tac. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah oui, mais je suis je suis tout petit, moi, dans la fenêtre. Je vais essayer de mettre... Non, là, je l'ai en grand, moi, sur l'écran. Alors, on voit beaucoup d'aluminium et on voit... c'est compliqué. Alors, est-ce que ça peut être écrit? Alors, ce qu'on voit, la personne qui est là, c'est Pierre, qui était le responsable du projet au niveau technique. Donc, il est devant la table. La table optique, c'est celle qui a été intégrée à Nice, construite à l'Observatoire de Nice. C'est la table qui permet de prendre les 4 faisceaux et de les amener sur les caméras qui ne sont pas encore installées ici sur cette image, parce que c'était en 2019. On a tout démonté de l'Observatoire de Nice en juillet et on a tout amené en avion et on a tout remonté sur place.
Ah oui, donc en pièces détachées, vous avez amené cet instrument en pièces détachées voilà, sur en place. semi-pièces détachées. On a essayé d'en enlever le moins possible, mais il a fallu quand même en enlever une partie. Et là, on a la table qui est installée, mais pas encore les caméras, qui devraient être au mur sur la droite de l'image. Là. Il y a les deux caméras. Et on voit derrière Pierre, donc Pierre Antonelli, qui est en rouge, on voit le gros bloc métallique, c'est Gravity. Gravity qui était déjà installé dans sa cuve, là, à vide. C'est ce gros bloc en métal qui est derrière lui, c'est Gravity, et nous, on s'est mis juste à côté. D'accord. Et ce que l'on voit sur la table, bon, il y a beaucoup d'électronique, bien sûr, parce qu'il y a des moteurs dans tous les sens, tout est piloté, hein, tout est pilotable. On voit en particulier, si vous regardez, en fait, vous voyez chaque fois 4 éléments. Les éléments sont 4 par 4. Oui. Et c'est 4 faisceaux. Donc les 4 faisceaux qui arrivent des télescopes passent, donc sont divisés, les 4 faisceaux arrivent, sont ensuite divisés en 2 x 4, une partie pour la partie infrarouge à 3 microns, une partie à l'infrarouge à 10 microns. Et tout est doublé, en fait, d'un côté de la table et de l'autre, vous avez les mêmes éléments. Donc là, on n'a que d'un parti, on voit que la partie qui est face à nous, là, il n'y a que 4 éléments. Donc c'est impressionnant parce que ça veut dire que c'est sur cette table que se fait la recombinaison et que se fabriquent ces interférences dont vous nous parliez, ces franges. Non, en fait, cette table, elle n'a pour mission que de prendre les faisceaux, de les adapter en dimension, de les stabiliser et de les amener à la bonne position dans les détecteurs, dans les cuves où il y a les détecteurs qui, eux, assurent la recombinaison. C'est dans les détecteurs qu'a eu la recombinaison au niveau des spectroscopes. Parce qu'en fait, les spectroscopes sont dans le vide au niveau des caméras et c'est là qu'on projette les 4 faisceaux. Ils doivent se mélanger au niveau de la fente des spectroscopes. Donc la recombinaison, alors effectivement, tous ces systèmes sont là pour stabiliser les faisceaux et pour les amener de façon à ce qu'ils convergent tous sur les différents détecteurs et sur les différents spectroscopes. Donc, je ne sais pas si vous avez une autre image où on voit la manip complètement montée avec les deux. Là, vous voyez mon écran, j'imagine, je suis en train de chercher sur Google Maps. Peut-être celle-ci ? Non, au-dessus, là, on voit les deux détecteurs. Voilà, on voit les deux détecteurs. Alors, on va donc, je peux pas trop le mettre en grand, par contre. Ah, bah alors là, pourquoi sécurité? Ah bah c'est sympa. Mais alors oui, il y a un problème à Mathis, non. Je vais dire que j'accepte. Hein, hop. J'accepte le risque. Allez. Je vois pas trop, mais bon. Non, mais c'est votre site, hein, c'est votre site web. C'est le site de l'ESO. Donc là-haut, Champagne, ça c'est quand on a fait les premières observations. Mais tout en haut, on voyait les détecteurs. Voilà, ici. Donc ça, c'était quand. Est-ce qu'on peut agrandir l'image ou pas? Voilà, donc là on a la table, donc ça c'est quand elle était à l'observatoire de Nice, dans la salle blanche, et on avait la table donc au fond, là on voit la table optique qu'on a vue tout à l'heure, avec les différentes pièces, et puis les deux blocs qu'on a à droite et à gauche sont les deux détecteurs, les deux cryostats, donc dans lequel il y a en haut des pompes à vide, que l'on voit en haut, juste au-dessus, voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis à l'intérieur de ces gros cryostats, on a à la fois les spectroscopes et les caméras. D'accord, tout ça est refroidi. Et donc ces bouteilles-là, j'imagine que c'est... Ça, c'est de l'azote, ouais, c'est le premier étage. On a de l'azote, on a de l'hélium, et donc c'est refroidi tout le temps. Et donc tous les jours quasiment, ils remplissent les caméras, ils complètent les niveaux d'azote. Je crois que l'hélium est en circuit fermé, mais l'azote, il faut compléter tout le temps. Est-ce qu'on a bien compris que de la même manière que tout à l'heure, Florentin Millon nous expliquait que l'atmosphère parfois était plus brillante que les étoiles dans l'infrarouge, parce que vous êtes sensible à des températures de 10-20 degrés, enfin je simplifie peut-être un peu. Il faut que vous placiez vos détecteurs aussi dans le froid, parce que sinon les détecteurs verraient en fait ce qui est autour de ça. Alors l'idéal, ça serait qu'on refroidisse les télescopes, qu'on refroidisse les lignartars, qu'on refroidisse le bâtiment et qu'on refroidisse la table à moins de 150 degrés. Et les astronomes qui observent les astronomes aussi. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on a décidé de refroidir ce qu'on pouvait. Et ce qu'on pouvait, c'est essentiellement la partie spectroscope et la partie caméra. C'est-à-dire, en gros, on refroidit
ce qui est le plus proche de l'arrivée, quoi, des caméras. Donc, ce qui est en vue directe des caméras, c'est les spectroscopes, c'est eux qui vont qui vont être en vision directe des caméras et c'est eux qui vont émettre le plus de lumière. La table qui est devant n'est pas refroidie. C'est une table, on appelle ça optic shot, elle est à température ambiante. Bon, au Paranal, il fait entre 10 et 20 degrés, entre 10 et 15 degrés, quoi. Hein. Donc en ce moment, il fait 15 degrés, je crois, la nuit. Donc elle est à la température ambiante. Et ouais, c'est ça. Et puis et les télescopes, ils sont aussi dehors à température ambiante. Très bien. Et je vais peut-être montrer ça, c'est peut-être les lignes à retard. Je vais peut-être montrer cette image. Non, pas du tout. Non, c'est encore la table en train de. Alors, voilà, je vais la regarder. Qu'est-ce que c'est? Celle-ci. Non, ça c'est en train de. Non, c'est l'espace qui nous a été réservé. Non, mais c'est une autre vue de tout à l'heure. D'accord. On est derrière Pierre Antonelli, là, et on voit devant lui la table Matisse, mais pas encore complètement montée. Ah, d'accord. On ne voit pas les détecteurs qui sont contre le mur, normalement, qui ont été installés contre le mur. Et tout ce qu'on voit à sa gauche, donc de Pierre, on voit le gros bloc, c'est derrière l'ordinateur, là, c'est Gravity. Ah, ici, oui, là. Là, voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, derrière lui, ce sont des optiques qui permettent de renvoyer les faisceaux dans Matisse ou dans les autres instruments, voilà, parce que encore derrière Gravity, il y a encore un autre instrument qui s'appelle Pionnier. En fait, actuellement, il y a 3 instruments qui fonctionnent. Il y a Matisse, Gravity et Pionnier. Et donc, les faisceaux qui arrivent des lignes à retard sont renvoyés dans cette salle. Ça, c'est la salle de mélange. C'est une grande salle où il y a tous les instruments. C'est la salle où tous les faisceaux arrivent et où on envoie les faisceaux dans les différents instruments au choix, selon le programme d'observation. Et donc c'est une salle où on n'a pas le droit d'aller en observation, évidemment, c'est complètement fermé, c'est dans le noir. Personne n'a le droit d'y rentrer dans cette salle. On y est la journée pour éventuellement régler, mais jamais la nuit. En observation, nous, on est ailleurs. D'accord. Dans la salle de contrôle. D'accord. Bah, écoutez, merci. Je vais enlever mon partage d'écran. Alors, si vous allez au Chili, par contre, je ne pense pas que vous puissiez visiter cette salle. Oui, donc on la regarde en photo et puis vous nous la décrivez, mais on ne pourra jamais rentrer dedans. Oui, à moins que vous soyez à un moment où quelqu'un de nous y somme, et à ce moment-là, on vous fera exceptionnellement rentrer, mais c'est super rare, quoi. D'accord. Mais alors, il faut un badge particulier pour entrer là-dedans. Oui, nous-mêmes, on n'y a pas accès à chaque fois. On n'y a pas accès. Nous, il faut le badge. En fait, c'est ce qu'on appelle une salle blanche, c'est-à-dire que c'est une zone à accès restreint, même pour les astronomes. Personne n'est censé rentrer dedans. En fait. Voilà, c'est le cœur de l'instrument, en fait. Vraiment le cœur de l'interféromètre. Il y avait peut-être, je ne sais pas si Adrien, il y a des questions ou pas. Enfin, l'heure est très matinale, il faut le dire. Quelqu'un qui demandait si ça arrive souvent ce genre de stream sur des observations. Donc, non, c'est tout à fait exceptionnel. C'est une première. C'est exceptionnel, je pense. Vous ne verrez ça que sur Ciel et Espace avec l'équipe du labo Lagrange, parce que non, et quand on sera au Chili, on essaiera de refaire ça. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Le rendez-vous est déjà pris, évidemment, depuis la salle de contrôle. Écoutez, je voulais, parce qu'on n'a pas beaucoup donné la parole pour l'instant à Julien Drevon, alors il est très occupé. Est-ce que Julien, tu peux... Est-ce qu'il est disponible? Est-ce que tu es dispo ou pas? Du coup, par exemple, David, j'avais vu qu'il faut que tu en mettes bien aussi. Ah oui, du coup, je ne suis pas là. C'est parti. Super. On est bien reconfiguré, Adrien? Toi, non, mais c'est pas grave. Eux, on les voit bien. D'accord, super. Bonjour Julien. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Voilà. Oui, je sais pas il est un peu tôt, il est 6 heures. Non, je voulais qu'on parle 3 minutes, quelques minutes ensemble, parce que j'ai présenté Pierre Pujalève, Florentin Miour qu'on a vu, et vous êtes un peu le jeune de l'équipe. Quand on a préparé un peu cette live, j'ai appris que vous étiez en thèse, et je me suis dit, mais c'est super, parce qu'on a donc un thésard qui fait des observations avec le VLTI, il a peut-être une expérience à partager. Donc, je voulais savoir un petit peu, en 2 mots, vous êtes au début de votre thèse, au milieu, à la fin, vous en êtes où? Je suis tout récent, là, j'ai commencé le 1er octobre, du coup. Ah oui, donc c'est le baptême du feu, là.
Donc, c'est vraiment tout frais. Donc, ouais, ben là, en fait, on aurait dû être sur place. Mais bon, Covid oblige. Du coup, on est ici, à distance. Mais bon, je ne doute pas que les opportunités se présenteront durant les 3 ans de test pour que je puisse pouvoir observer sur place à Paranal, quoi. Voilà. Ouais, parce que là, ça, c'est votre première observation finalement avec ces grands instruments. Bon, elle se fait à distance, c'est quand même un peu moins marrant. Ben, cela dit, vous apprenez quand même des choses, j'imagine. Ah bah oui, on apprend beaucoup de choses, oui, parce que du coup, on apprend à déjà préparer une observation, parce que c'est déjà tout un travail en amont, hein, ça se fait pas en 24 heures, hein, ça se fait sur plusieurs semaines. Trouver, comme on vous a expliqué tout à l'heure, on doit chercher des calibrateurs, donc trouver les bons calibrateurs, donc c'est vraiment un travail sur le long terme. Et puis non, c'est vraiment. Puis ils vont pouvoir se dire que même à distance, on contrôle plus ou moins, on observe avec les plus gros télescopes du monde. Bon, ça fait quelque chose, quoi. Ouais, j'imagine. Il a des amis sur le chat, Julien. Je disais, c'est le Chilien il nous demande de lui dire qu'il est très beau. Donc voilà. Donc il y a des fans sur le chat, d'accord. Ouais, il y en a un peu moins fans. Il y en a qui disent que c'est un bleu et Sohan Noroy qui dit que c'est l'esclave. Donc je sens qu'il y a toute l'équipe du labo qui est là derrière, non? Ça quand on est les vrais non, amis. mais oui, quand on est en thèse, on est censé beaucoup travailler, mais c'est bien, c'est normal, et c'est formateur, comme on dit. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu, voilà. C'est quoi le sujet de votre thèse, d'ailleurs? Alors moi, c'est l'exploitation donc de l'instrument Matisse et l'imagerie des étoiles évoluées. Et donc actuellement, là, je travaille sur la modélisation des environnements proches des étoiles géantes et qui sont en train de mourir en fait et qui vont expulser de la matière et qui vont où il va y avoir en fait de la poussière autour de ces étoiles. Et moi, mon but en fait pour le moment, c'est de modéliser un peu ce qui se passe autour de ces étoiles-là. D'accord, donc ouais, donc Betelgeuse est en plein dans le sujet, évidemment. Ah, complètement, ouais. Donc les observations qu'on fait aujourd'hui seront utilisées très prochainement et dans le cadre de mes travaux. D'accord. Et alors, comment on démarre une thèse? Donc là, c'est une thèse qui est faite à l'Université de Nice, c'est ça? C'est ça, ouais. Mhm. Ouais. C'est quoi le parcours du combattant, peut-être, je ne sais pas, pour en arriver à observer avec ces grands instruments? Bah, on a commencé au lycée, hein, comme tout le monde. Après, bon, ça a changé. Maintenant, il n'y a plus de bac S. Enfin, je ne sais plus l'équivalent que c'est. Mais bon, après, on fait le parcours classique, c'est le parcours universitaire. Et puis la licence de physique, puis master d'astrophysique. Et ensuite, croiser les doigts pour avoir la chance de pouvoir être pris en thèse quelque part. Et bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir été pris en thèse avec Pierre, qui est avant tout d'être mon maître de thèse, est un ami depuis plusieurs années maintenant. Donc ça, c'est une chance extraordinaire, donc de pouvoir travailler avec lui. Donc non, voilà. Après, faut pas. Enfin voilà, je veux dire, il y a pas de secret. Hein, faut travailler, mais il faut avoir la passion. Il y a des moments où on se décourage, on se dit on va pas y arriver, mais en fait ces moments-là ils durent pas longtemps. Et puis une fois qu'on les a franchis, ben, on redouble de passion et de volonté, et puis on arrive toujours. Enfin, je veux dire, il y a pas si on travaille et qu'on a la niaque, comme on dit, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de thèse et qu'on puisse pas faire ce qu'on a envie de faire. C'était un projet qui remonte à loin, donc pour vous? Ah oui, c'est-à-dire, vous savez, là, quand on vous demande au début d'année, même en primaire, au collège, ce que vous voulez faire plus tard, ben, moi je disais, je veux faire chercheur en astrophysique. Donc d'accord, ça remonte très loin. Okay. Voilà. Très bien, d'accord. Et donc vous avez fait un master d'astrophysique, du coup, à Nice aussi, c'est ça? Oui, j'ai fait celui de Nice, qui est du coup très formateur. Et enfin, c'est pas pour faire de la pub pour faire de la pub. Enfin, je veux dire, j'ai aucune raison de pas être honnête avec vous, mais le master d'astrophysique a vraiment une maquette qui est super intéressante. Et ben, on a l'avantage de pouvoir avoir l'observatoire de Calerne qui est à côté. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir passer 2 semaines là-haut, en fait, nuit et jour, à faire des observations avec les télescopes de là-haut dans le cadre du master. Et c'est des trucs qui sont géniaux, quoi. Ouais. Et oui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, puisque Calerne, c'est l'endroit où on parlait d'Antoine Labeyrie, qui a ressuscité un petit peu la technique d'interférométrie qui avait été lancée par Michelson dans les années 1920, et tout ça a redémarré depuis Calerne, en fait, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est Antoine Labeyrie qui a fait son premier prototype et qui a fait fonctionner, qui a eu des franges. Donc, non, c'est vraiment. C'est Calerne, encore aujourd'hui, c'est un site très actif pour les observations astronomiques.
Très bien, merci beaucoup Julien Ouais, de de rien. ce témoignage en direct, puisqu'on avait un doctorant en astrophysique, on n'allait pas le laisser passer sans lui demander quand même comment ça se passait, même s'il y a ses chefs derrière, donc il ne peut pas dire grand-chose. Non, je parle en toute liberté, bien sûr. Il n'y a aucun souci. On voit pas l'arme pointée derrière. Merci, en tout cas, bonne fin d'observation. Je crois qu'il reste 1 heure à peu près, c'est ça pour vous? Ouais, c'est ça, il reste 1 heure, une petite heure. Voilà. Il y a une petite vidéo qu'on avait transmise aussi. Je sais pas si vous le voyez en même temps, là, du coup, où on voit normalement, je crois, les coulisses un peu de l'instrument Matisse. Moi, je vois pas parce que je suis pas sur le stream. D'accord. Je sais pas si Julien voit. Non, Julien, Non, je suis sur Skype vous ne voyez pas alors. Bon, tant pis. Ouais. Les spectateurs le voient. Ok, bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci, Julien. Je repasse Pierre, du coup. Ouais, je pense qu'on va prendre congé de toute façon et on va vous laisser travailler. Oui, après. Ok. Bon, bah, de mon côté, je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. Merci. Merci. Tiens. Est-ce qu'on est vraiment encore en soirée? C'est ça la vraie question. Ben, le soleil va se lever dans quoi, dans 2 heures. Ok. Alors on vous récupère. C'est quoi les échanges qui sont faits entre on vous entend parler de temps en temps avec la salle de contrôle? Alors nous, en fait, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure, l'écran de gauche là, c'est l'écran là où que j'éclaire, c'est là où on voit les. Vous les voyez là? On voit les différentes. On l'a plus sur l'écran. Ouais. Là, c'est dans cet écran qu'on contrôle vraiment ce qu'on envoie comme instruction. Nous, en fait, c'est la personne qui est à l'ESO pilote l'instrument, mais c'est nous au début qui choisissons qu'est-ce qu'on va observer, combien de temps, dans quelles conditions et tout. Donc nous, on a préparé sur nos ordinateurs. En fait, on a les logiciels de l'ESO, de l'observatoire, qui sont donc on peut utiliser. On a préparé les blocs d'observation déjà, et l'observation se passe. On envoie les blocs d'observation par le réseau, il les récupère et il les envoie sur la machine pour qu'ils puissent observer. Donc en fait, c'est nous qui disions ce que l'on veut faire. Et on contrôle en fait sur cet écran-là le pilotage. Alors de temps en temps, on lui demande de mieux voir, on lui pose des questions, parce que là, il nous a montré par exemple que tout à l'heure, la turbulence s'est dégradée. On était à 0,5 secondes, on est passé à 1 seconde. Donc et là maintenant, on est redevenu à 0,8. Donc la turbulence en ce moment est en train de bouger et le matin, de toute façon. Au lever du soleil, elle va se dégrader violemment. Mais normalement, c'est relativement stable dans la nuit. Mais là, il y a eu un mouvement, donc il y a eu des changements. Donc peut-être un peu de vent qui s'est levé, on ne sait pas trop encore. Enfin, il faut regarder en direct. Donc il nous a signalé ça. On lui a demandé de vérifier parce qu'on ne voyait pas les franges à un endroit si c'était normal. Mais bon, comme on est dans un mode particulier, c'est normal. On ne les a pas tout le temps. Comme Florentin l'a expliqué, on alterne observation sur Betelgeuse ou sur le calibrateur et sur une étoile donc, et observation du fond du ciel. On fait l'un, on fait l'autre, on fait l'un, on fait l'autre. Donc on bascule tout le temps de quelques minutes, disons. Et après, on soustraira l'un avec l'autre en différé. Mais quand on enregistre du coup le fond de ciel, on n'a plus de franges. Ce qui est normal. On les défrange quand on est sur l'étoile. Donc comme on enregistre des fois sur l'étoile, des fois sur le fond de ciel, on ne sait plus trop où on en est. On lui dit c'est normal. Il lui dit oui. On est en train de faire le fond de ciel. Donc voilà. Et là, il montre d'autres écrans d'ailleurs derrière vous. Alors là, c'est l'écran. Là, c'est l'écran qui permet de savoir l'état du ciel toute la nuit. Donc on a plusieurs indicateurs. On a la partie. Là, on a la partie, le seeing, donc c'est-à-dire la turbulence. On voit que ça a augmenté, on était à 0,5, on est monté. On était assez stable là, on était autour de 0,5. Par contre, attendez, j'ai pas le bon écran, je sais pas pourquoi. Celui-là, je vais enlever quand même. Là, on a l'écran, moi je le vois, notre écran là. Peut-être pas sur Twitch, la réalisation a changé. Je sais pas pourquoi,
Il y a un truc qui a bugué. Mais du coup, on le voit en fond. Mais... On le voit là. Cela dit, il a grossi. Donc on voit bien. Là, on a grossi. Voilà. On a vu qu'il y a eu une forte augmentation. Ah oui, très, très brutal, oui. Oui, c'est très brutal. Et on est monté de 0,5 à plus de 1. Et on est en train de redescendre. D'accord. Est-ce que tu peux nous mettre le vent? Le vent. Wind speed. Ça, voilà. Le vent, c'est... Ouais. En dessous, là. Ouais, celui-là. Non, le vent, il est stable. Il n'y a pas de variation de vent. Il n'y a pas de variation de vent, alors c'est le vent... Est-ce que vous la voyez, cette image, ou pas? Du coup, on voit, mais un petit peu juste avec l'écran de base. J'ai plus accès, en fait, pour montrer le zoom. Que vous le voyez sur Skype, justement, mais moi, je peux pas le montrer. C'est ça qui est bizarre. Désolé, ça a un peu planté. Non, bah, c'est les joies du direct, on n'a pas tout. On le voit un peu, du coup. Je pense qu'au fond, mais c'est juste que la courbe, du coup, comme elle est très expérimentée. Non, on le voit sur Skype. Non, Florentin, on le voit sur Skype, il n'y a pas de souci. C'est juste sur Twitch qu'on le voit pas. Ah, là, attends. Ça vient pas de... Je crois que c'est revenu. Voilà. Vous pouvez juste remonter rapidement, parce que là, on voit... Je crois que là, on peut voir la courbe. Ouais. Voilà. Okay. Donc là, on voit que le vent, il a baissé, il est remonté. On est autour de 0,24 mètres par seconde, et c'est assez stable, donc on est entre 4 et 6 mètres par seconde. Donc c'est pas le vent qui a changé, enfin pas le vent au niveau de... Alors je pense que c'est mesuré pratiquement un peu au niveau des coupoles, quoi. Donc c'est peut-être le vent d'altitude, il y a peut-être eu quelque chose en altitude. Bon. On va voir, ça va redescendre. Qu'est-ce qu'on contrôle d'autres, la température? Alors là, la pression de l'air, là, c'est la pression. Mais tu le veux en grand, la pression? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une variation de pression au cours de la nuit. Donc on est là. Hein. Donc il y a une montée, mais là, on est plutôt dans une baisse de pression. Donc ça va. La pression moyenne, elle est là. Donc rien de spécial de ce côté. On a l'humidité, on a les températures. Tiens, mets-nous la température qu'on montre un petit peu comme c'est stable. C'est ici? Ouais, c'est là, ouais. Non, ça c'est là-dessus. Celui-là, ouais, voilà. Donc le Paranal a été choisi aussi pour les qualités de variation de température très très faibles dans la nuit. Alors là, on le voit très bien. Là, on est la Covid, comme dit le chien. Ouais. On est entre 10 et 15 degrés, là. Ouais. Et vous voyez, dans la nuit, on est très très stable en température. Oui, très stable. Et c'est vraiment une des caractéristiques du Paranal, c'est qu'au niveau température, ça varie très très peu. C'est très rare que ça varie. C'est pour ça que ça a été choisi. Hein. C'est pour avoir des stabilités de température dans les nuits et d'une nuit à l'autre qui sont vraiment très très stables. Une petite question de VN 2020 qui demande la hauteur de Betelgeuse OVLT 30 degrés environ. Oui, ça on l'avait dit. C'est à peu près 30 degrés, je crois. Alors, c'est... non, ça m'aurait pas dit ça. Non, c'est la latitude de... Latitude, oui, voilà. La latitude, l'auteur. La hauteur. Betelgeuse, on sait à quelle hauteur elle est actuellement? Alors, actuellement, tout de suite maintenant, Betelgeuse, elle est à combien? Elle est autour de 55 degrés. Elle est à 55 degrés de hauteur. Donc là, sur ce graphe, en fait, je ne sais pas si on vous l'a expliqué, mais le rouge, c'est Betelgeuse. Et là, c'est la nuit. Donc là, c'est la partie... la nuit, c'est la partie sombre. Là, c'est avant au coucher du soleil. Ça, c'est au lever du soleil à droite. Et nous, on observe, donc, on est actuellement sur la partie... Sur le trait rouge. Ça, indique qu'on en est dans la nuit. C'est le temps qu'on voit en abscisse, c'est ça. Voilà, ça, c'est le temps. D'accord. Le temps universel. Et donc là, en rouge, Betelgeuse, on voit qu'elle est observable de 4h06 à 5h59. D'accord. Donc c'est des outils qui ont été développés en France, à Grenoble, qui sont extrêmement utilisés pour les observateurs. On utilise toujours ces outils. Et en bleu, donc Betelgeuse est en rouge là-haut. Et en bleu, c'est les différentes étoiles qui nous servent de calibration. Celle de référence qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Voilà, les références, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des points jaunes dessus, là. C'est au moment où elle passe le plus haut dans le ciel.
et ensuite elle redescend. Donc elle est visible, là on voit qu'elle est visible, donc Betelgeuse est visible essentiellement de 4 à 6 heures, donc pendant 2 heures. Par contre, les calibrateurs seraient visibles plus longtemps. Et pourquoi est-ce qu'il y en a 4 alors là sur l'image? C'est nous qui choisissons. Donc nous, on en a choisi 4 pour pouvoir basculer de l'un à l'autre et on choisit nous lesquels on veut. On peut en avoir beaucoup plus. Hein. Ah oui, donc là, on s'amuse. Il y a plein de choses. Donc là, ça c'est l'observabilité de Betelgeuse avec les zones rouges, c'est quand c'est observable. Et ensuite, les zones blanches, c'est les ombres portées par les télescopes de 8 mètres. Quels sont les axes là? En horizontal, c'est l'angle horaire. Donc, c'est l'angle par rapport au sud. Et en vertical, c'est quoi? C'est la déclinaison. D'accord, donc c'est une image de la voûte céleste, grosso modo. Voilà, c'est une image de la voûte céleste. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le ciel actuellement? On peut voir que cette partie-là du ciel, parce que Betelgeuse, c'est quoi? C'est là, c'est là-haut? C'est à plus 10. C'est à plus 10. D'accord. Betelgeuse, c'est là, donc c'est assez... La durée... C'est assez réduit. On est entre les deux coupoles des télescopes qui nous gênent. Alors, si on observe une étoile plus vers le sud, évidemment, on va passer... ici, on est plus vers le sud et on va avoir plus de durée d'observation. Et le point blanc au milieu? Le point blanc au milieu, c'est... C'est le trou zénital. C'est au zénith. C'est-à-dire qu'au zénith, on ne peut pas observer. Parce qu'on a des télescopes azimutaux. Et il y a quand on observe au zénith, le télescope, il est obligé de basculer. Et donc, c'est une zone interdite parce que c'est compliqué. Sur les télescopes équatoriaux, ça serait au passage au méridien. On aurait un trait. Sur les télescopes azimutaux, c'est juste au zénith qu'il y a un souci, quoi. Donc cette zone-là, c'est la zone interdite à l'observation. D'accord. Très bien. Écoutez, voilà. Je pense qu'on a vraiment bien fait le tour. Vous êtes toujours sur vos calibrateurs, c'est ça? Là, on est de nouveau sur Betelgeuse. Alors là, on a... Alors, juste pour vous dire par rapport à tout à l'heure, donc là, ce qu'on ne vous a pas expliqué, c'est que la caméra telle qu'elle est installée, la longueur d'onde, elle est verticale. Contrairement au spectroscope classique où on met la longueur d'onde horizontale, là, on l'a mis verticale. Et donc, la longueur d'onde, il faut le voir dans le sens vertical. On voit des raies, d'ailleurs, là-haut. Ouais. Ah oui. Les raies noires, ça, c'est des raies dans le spectre. Et de chaque côté, on a les spectres. Donc, on a les franges, elles sont au milieu, en fait, dans cette zone-là. C'est là où les 4 faisceaux se mélangent. Mais on a chaque faisceau individuel qui suit des télescopes. On les a mis sur les côtés. Et là, on fait des spectres bruts de chaque télescope. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on pensait que c'était ça, les franges, alors qu'en fait, elles sont... Non, les franges, elles sont verticales. Elles sont verticales à l'intérieur du spectre. Oui, oui. Et là aussi, alors là, on est dans 3 microns. Et là, on est à 10 microns. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on voit des très très fins à l'intérieur. Nous, on les voit à l'écran, mais peut-être vous, c'est beaucoup plus dur à le voir. Peut-être un peu plus petit. Et c'est extrêmement faible. Alors, si on a un doute, on regarde à gauche. Et sur ce panneau-là, on regarde ce qui défile. Donc, c'est au cours du temps. Chaque partie brillante, c'est un système de franges, ça fait un pic. On fait une transformation et ça devient un pic brillant. Quand ce pic est très élevé, les franges sont très contrastées. Quand le pic est bas, les franges ne sont pas contrastées du tout. Donc, par exemple, ici, on a un pic très contrasté. Là, ici, on a des pics, alors je ne sais pas, on va se mettre là, il est très contrasté aussi. À côté, on a des pics un peu moins contrastés. Et puis en dessous, vous avez ce qui correspond à l'autre caméra. Là-haut, c'est la caméra qui est là. Celui-là, c'est la caméra à 10 microns. Et donc, on peut contrôler comme ça. Même si les franges, on ne les voit pas à l'œil, on peut voir si le système arrive à les détecter, parce qu'il les calcule en temps réel, et voir s'il les détecte. S'il ne les détecte pas là, il y a un souci. Oui. Alors, c'est peut-être normal, c'est peut-être parce que l'étoile est trop grosse et on a prévu qu'il n'allait pas les détecter. Mais nous, même là, on arrive à les mesurer, donc ça va. Ça veut dire que a posteriori, on sait qu'on va pouvoir les ressortir par le calcul. Parce que là, c'est juste pour vérifier en temps direct, mais il n'y a aucun... Enfin, ces informations-là, on ne les garde pas.
C'est juste pour les visualiser en temps direct, pour voir si on voit en direct, si on voit bien les franges. D'accord. Voilà. Donc après, le travail, c'est on enregistre tout et c'est mis sur le site de l'ESO, on les récupère sur les archives de l'ESO. C'est à notre disposition. Donc les données sont à notre disposition pendant 1 an. On a des mots-clés pour y avoir accès. On rapatrie les données chez nous. Alors ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de données. Et puis ensuite, on a à peu près 1 an de propriété sur ces données-là pour les traiter et pour faire des exploiter. Ouais, d'accord. Bon, généralement, ça prend plus d'1 an. Ouais, parce que c'est un peu long. On est en train de mettre au point les logiciels. Enfin, on a mis au point les logiciels, mais on est en train de les améliorer, les débugger, parce que des fois, on trouve des bugs. Bon, mais ça arrive. Hein. Ce n'est pas des produits industriels, c'est des produits qui existent qu'à un seul exemplaire. Donc, c'est du fait main à chaque fois. C'est du fait main, donc voilà. Et donc, voilà. Et donc, on est tous les gens du consortium international. Hein. Il y a des Hollandais, des Allemands, des Français, des Autrichiens, des Tchèques qui font partie du consortium, qui utilisent les données. Donc, selon, comme vous l'a dit Florentin, les observations sont préparées, sont demandées 1 an à l'avance. Et c'est des consortiums, des équipes internationales qui les demandent. Hein. C'est jamais une seule équipe. Hein. Et là, ces observations-là qu'on fait en ce moment, c'est des observations qui sont... c'est du temps qu'on appelle du temps garanti. C'est comme nous avons construit l'instrument. Nous avons un certain nombre d'heures qui nous sont réservées pendant la durée de l'instrument. Ça se chiffre en centaines d'heures chaque année. Ces heures-là, on se les partage entre les différentes équipes qui ont contribué à l'instrument. Et c'est ce temps garanti d'observation, c'est du temps où on nous demande normalement d'aller sur place. Parce que comme on est, nous, les fabricants de l'instrument, en allant sur place, on peut aussi discuter et interagir avec les gens là-bas sur place pour leur dire donner notre avis sur la façon qu'ils ont de l'utiliser l'instrument. Parce qu'il y a eu tout un transfert d'informations et de savoir-faire entre nous et eux. Nous, on avait l'instrument pendant 15 ans chez nous. On l'a testé en laboratoire et tout. Et ensuite, on l'a testé sur le ciel. Et ensuite, maintenant, on a passé la main aux collègues qui sont au Chili, qui, eux, vont l'utiliser tous les jours pour le mettre à la disposition de toute la communauté européenne. Et du coup, c'est plus nous qui l'utilisons, l'instrument, c'est eux. Donc, il faut qu'on vérifie que tout se passe bien, à la fois dans les observations la nuit, mais aussi les réglages de jour. Donc, c'est pour ça que le temps garanti, c'est du temps où, normalement, on peut aller, enfin, à moins qu'on ne veuille pas y aller, mais nous, on aime bien y aller, de toute façon, pour vérifier que tout se passe bien. Et aussi, c'est une bonne formation pour nos étudiants. Parce que du coup, on envoie en priorité nos étudiants pour qu'ils puissent se former à l'utilisation des instruments et voir sur place comment se passent les observations. Parce que le danger aussi des observations à distance, c'est bien gentil, on peut faire des observations à distance et puis ça devient une boîte noire. On demande des observations, on reçoit des données, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé dans la nuit, on n'a pas vraiment vu tous les problèmes qui se sont passés, comment ça s'est passé en vrai, tout ça. Là, si on est sur place, les étudiants voient comment ça se passe vraiment. Ça, c'est très formateur, parce qu'ils se rendent compte qu'un instrument, ça ne fonctionne pas de façon idéale tout le temps, quoi. Il y a des moments où ça se plante, des moments où ça marche un peu moins bien. Alors, on essaye de noter le plus de choses dans il y a un livre d'observation qui est ouvert, un carnet d'observation qui est ouvert chaque jour, où normalement, on inscrit tout ce qui se passe dans la nuit. À la fois nous, mais à la fois nos collègues de l'ESO. Mais ensuite, ce carnet d'observation va nous servir assez pour traiter les données après, pour voir s'il y a eu des problèmes. Et des soucis, oui. Et des soucis pendant les observations. On voit mal, Pierre, peut-être vous pourriez vous recadrer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Du coup, oui, donc en fait, finalement, cet instrument qui est un peu votre bébé à l'équipe, dans l'équipe Lagrange, du laboratoire Lagrange, vous le lâchez jamais vraiment, en fait. Alors oui, en fait, oui. Par exemple, pour la partie remise en marche de l'instrument, qui a eu lieu depuis octobre, les collègues ingénieurs qui ont construit l'instrument et qui ont testé ont été tous les jours en contact avec les gens à l'ESO pour les aider à relancer l'instrument et régler les problèmes. Donc, à chaque fois qu'il y a des soucis, évidemment, les équipes qui ont construit l'instrument sont sur le front pour aider les gens
l'ESO à régler les problèmes. Alors, il ne faut pas oublier que nous, dans l'histoire, on était responsable de l'intégration de l'instrument et des tests, mais la partie construction a été répartie entre différents laboratoires. Hein. Toute la partie froid et cryostat, donc tout ce qui est mécanique dans le froid, spectroscope et tout, ce sont des collègues hollandais qui s'en sont occupés. La partie électronique, détecteur, c'est des collègues allemands. Et nous, nous avons occupé plutôt de la partie optique shot, celle qu'on a vue tout à l'heure là, dans la salle, et puis toute la partie intégration et test de l'instrument. Et ça s'est fait à l'Observatoire de Nice. Donc régulièrement, nos collègues venaient chez nous pour faire des tests aussi sur leur partie. Et on avait à peu près pendant la partie intégration et test, on avait des réunions tous les 3 mois à 50 personnes pour faire le point sur l'instrument. Alors, bah, écoutez, sur le chat, par contre, ça disait qu'il venait surtout pour le pisco sourd chilien. Ouais. Pour le pisco. Ça s'amuse un peu sur ça là-bas. Bon, en tout cas, donc c'est un endroit que vous connaissez bien, le VLT, Pierre, on a vraiment compris. Alors, normalement, en temps normal, on y est, disons, 3-4 fois par an minimum, quoi. Pour des missions d'une semaine, 10 jours. Ça, c'est les classiques pour nous qui sommes en temps garanti. Après, ça peut être plus long si on est en phase de test ou d'amélioration de l'instrument sur les parties techniques. Ils peuvent passer, les collègues, plus de 15 jours, 3 semaines, ça dépend des fois. De toute façon, on n'a pas le droit de rester plus de 14 jours là sur place. Donc, on fait des séries de 14 jours, on redescend. Pour quelle raison ? Question de sécurité. Et puis, bon, ça fait du bien de prendre un break de 2 jours. On redescend dans la ville en dessous, Antofagasta, on remonte après, et c'est des maximum. Ils ne veulent pas qu'on dépasse 14 jours sur place. Bon, c'est vrai que là-haut, on est vraiment isolé. Ouais. Et quand on travaille 14 jours, c'est 14 jours sans week-end. Hein. Donc, c'est non-stop. C'est pour éviter le burn-out, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup, Pierre, Pierre Cudalet, Florentin Miour, que j'ai vu partir, qui est derrière. Voilà. Et Julien Drevon, merci beaucoup pour votre accueil, finalement, dans votre session d'observation. C'était passionnant. Je pense qu'on a vraiment fait partager aux gens ce que c'est que l'observation professionnelle, finalement. C'est un peu notre objectif. On est allé dans les détails, mais je pense que c'est très bien, parce que pour une fois, voilà, après, oui. On est allé vraiment dans le dur, mais c'était bien de montrer tout ça. Après, si des gens ont des questions plus précises, vous pouvez communiquer les emails et puis on répondra. Il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a des questions, super. On est ouvert à. On mettra de toute façon sans doute. Peut-être qu'on mettra en vidéo celle-là et on pourra mettre les noms avec les mails. Voilà, les noms avec les mails comme ça. Voilà. Le message passera. Ok. Merci beaucoup, Pierre. Adrien, je vais passer une bonne journée maintenant. Ouais, bah oui, voilà, 6h du mat. Parce que 6h du mat, bon appétit pour le petit déjeuner. On va aller on a bientôt. Quelle heure il est là? Il nous reste encore. On a encore une demi-heure. On a encore une demi-heure. Bon, bonne fin d'observation. Et puis je vais laisser Adrien de mettre fin au chat. Ouais. Le chat, en tout cas, disent que voilà, merci à l'équipe. J'espère que ça vous a plu. Bisous à Pierre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir.